Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Décastronomie, la chaîne de l'astronomie pratique où on parle de la pratique de l'astronomie. Si vous vous en souvenez, la semaine dernière on a parlé des filtres, et surtout des filtres en rapport avec notre système solaire. Donc des filtres qui permettent d'observer ou de photographier le Soleil, la Lune et les planètes. Mais il y a une catégorie de filtres qu'on n'a pas évoquée. Ce sont les filtres en rapport avec l'observation du ciel profond. Alors avec l'observation ou l'astrophotographie du ciel profond. Puisqu'en fait ces deux domaines sont complètement différents. Et donc on a des filtres qui permettent de faire soit du visuel, soit de l'astrophotographie, soit un peu des deux. Et donc c'est ce que je vous propose d'examiner avec moi dans ce nouvel épisode. Alors sans plus tarder, générique. Alors, à présent, on va parler des filtres dédiés au ciel profond, le Deep Sky. Ce filtre, donc Deep Sky de chez Lumicon, donc lui en fait, il enlève les longueurs d'onde. Donc si on regarde, il est jaune parce que donc justement, il laisse passer tout sauf le jaune. Et ça tombe bien puisque le jaune, c'est à peu près la couleur émise, enfin de la lumière émise par les lampadaires à sodium et mercure. Et donc les filtres de contraste pour les ciels profonds, eux généralement ils vont enlever les longueurs d'onde proches du jaune, donc jaune vert, pour justement avoir plus de contraste, donc avoir un ciel un peu plus noir, parce que donc quelque chose de gris sombre sur un ciel gris un peu plus sombre, c'est clair qu'on va pas le voir. Par contre, donc, si on a réussi à assombrir un peu le ciel, du coup on aura un peu plus de contraste et l'œil verra un peu mieux les objets du ciel profond. Donc celui-là est fait pour tous les objets du ciel profond. Après, on trouve des filtres qui sont dédiés à certains types d'objets. Par exemple, les nébuleuses en émission, elles vont émettre dans la longueur d'onde de l'oxygène 3 fois ionisé, donc ce qu'on appelle les filtres O3 ou OIII. Donc ces filtres, voilà, eux, au lieu de laisser passer deux bandes du spectre, vont laisser passer juste la bande spectrale qui correspond à cet oxygène 3 fois ionisé. Ici, voilà, donc j'en ai un. Alors, celui-ci, il n'est pas vraiment fait pour du visuel, il est beaucoup plus fait pour de l'imagerie. Ce qui va changer, c'est la bande passante du filtre. En fait, en visuel, on aura un filtre qui laisse passer beaucoup plus qui a une bande beaucoup plus large que celui qui est dédié à l'imagerie. Donc là par exemple j'ai un Interline caméra 35 nanomètres. Donc là c'est un filtre H-alpha. Alors celui-là aussi il est fait pour de l'imagerie, mais c'est juste pour montrer que voilà, un filtre de 35 nanomètres, on a donc ici la bande passante qui est beaucoup plus large que la petite raie ici du Baader O3. Puisque donc lui, il a, voilà, donc c'est un narrowband 8,5 nanomètres. Donc grosso modo, les filtres pour le ciel profond en visuel, ils laisseront passer, ils seront beaucoup plus larges en termes de bande passante. Et donc du coup, l'œil va capter plus de lumière, donc ils seront beaucoup moins efficaces. Mais en contrepartie, voilà, en visuel, ça passe. Par contre, donc les filtres pour faire de l'imagerie du ciel profond, pour faire du SHO. Le SHO, c'est comme la palette du télescope Hubble. Donc lui, il laisse passer le soufre 2 fois ionisé, donc S2. H, c'est l'hydrogène. Et donc l'hydrogène, il y en a deux en fait. Il y a le H-alpha et le H-bêta. Donc l'hydrogène émet deux raies, une qui est plutôt rouge
et une autre qui est plutôt bleue. Et donc dans le SHO, on trouve notre troisième filtre, celui de l'oxygène, 3 fois ionisé. Donc ces filtres-là permettent de faire de l'imagerie en bande étroite. Voilà. Avec ça, on arrive à faire des nébuleuses, même avec un ciel très pollué. Alors que pour du visuel, il faut vraiment un ciel noir. Et quand le ciel n'est pas noir, on trouve tout un tas de filtres. Donc on a le Moon et Sky Glow. Donc pareil, si on regarde, il y a un certain nombre de raies qui le laissent passer et d'autres longueurs d'onde qui sont bloquées. Donc en général, c'est les longueurs d'onde qui correspondent au lampadaire, donc soit au mercure, soit au sodium. Donc là, on voit il manque tout le jaune des lampes à sodium. Mais il laisse passer donc, une certaine raie du bleu, du turquoise, du vert, de l'orange et du rouge. Si je prends mon filtre préféré, donc le UHC-S, pareil, c'est un filtre booster de contraste. Lui, on voit qu'il laisse passer que du turquoise au vert et du rouge. Donc la longueur, en fait, il laisse passer les longueurs de H-bêta, de l'O3 et les longueurs d'onde du rouge qui sont donc du H3 et du O2. Et lui, il sert donc aussi bien en visuel qu'en photographie. Donc s'il y a un filtre à acheter pour du ciel profond, c'est celui-là. Voilà, le UHC-S, c'est vraiment mon filtre préféré pour le ciel profond. Le Moon and Sky Glow, il est un peu moins, il laisse passer plus de lumière, notamment dans les bleus. Donc lui, il est un peu moins efficace, on a un peu moins de contraste, mais en contrepartie, on a des couleurs un peu plus vraies, un peu plus proches, puisqu'en fait, il y a une partie des couleurs qui passent quand même. Et dans cette même famille de boosters de contraste, on trouve le filtre Bader Contrast Booster with IR-Cut, donc avec les infrarouges qui sont coupés. Donc lui, il permet de faire à la fois du visuel et d'astrophotographie grâce au IR-Cut. Et pareil, il laisse passer un peu moins de bleu, mais il laisse passer un petit peu plus de vert et de jaune. Donc grosso modo, en fonction de la qualité du ciel et en fonction des cibles qu'on va imager, on va utiliser un de ces 3 filtres. En fonction de ce qu'on va observer, on va utiliser un de ces 3 filtres pour avoir un peu plus de contraste. Donc, voilà pour ce qui est du ciel profond. Donc si c'est du visuel ou si on image avec une caméra couleur, on va utiliser un de ces filtres là. Et puis si on fait du LRGB, donc on a nos mêmes filtres RGB qu'on a pour le planétaire. Et si on veut faire de la bande étroite sur de l'hydrogène, de l'oxygène ou du soufre pour faire des photos comme Hubble, même avec une forte pollution lumineuse, et ben donc là on va utiliser les filtres dédiés à cet effet, donc des filtres SHO en bande étroite. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'observation et l'astrophotographie du ciel profond. Ma lunette Skywatcher, donc
120 mm d'ouverture et 600 mm de focale. Et c'est une lunette voilà, qui coûte aux alentours de 350 €. Donc évidemment, c'est pas une lunette apochromatique, mais juste une lunette achromatique. Donc en fait, c'est une lunette qui génère des défauts de chromatisme. Et donc là encore, donc si on observe la Lune ou si on fait du planétaire, on aura donc une désagréable frange bleue ou jaune autour de l'objet et on va perdre un petit peu en contraste. Et donc là encore, il existe une solution. Alors c'est pas une solution miracle, mais voilà. On a ici donc le filtre Bader semi-apo Neodymium IR Cut. Donc ce filtre, il permet donc à la fois de faire du visuel et de l'imagerie. Et ce qui est bien, c'est que voilà, il va couper beaucoup de, alors pas tout, mais beaucoup de bleu. Et ça va limiter le chromatisme, enfin les défauts chromatiques liés au fait que ce soit donc une lunette achromatique et pas apochromatique. Donc en fait une lunette qui est un peu corrigée pour les défauts de chromatisme, mais pas totalement. Et donc ce petit filtre là va un petit peu améliorer l'image et les photos. Donc voilà, une lunette avec ce diamètre là en apochromatique, et ben on passe d'une lunette de 300 € à une lunette à 1000 €, voire plus. Donc, alors que là, pour moins d'une centaine d'euros, et ben sur une lunette à 300 €, voilà, pour 100 €, pour voilà, 90 € de plus, on peut retrouver un peu de qualité optique et avoir un instrument voilà, qui sera beaucoup plus plaisant à utiliser que juste tel quel. Donc pour cette lunette, s'il y a un filtre à acheter, c'est celui-là. Alors, puisqu'on parle de un filtre pour un usage, donc en solaire, il y a un filtre qui est absolument pas optionnel, c'est le filtre à l'entrée de l'instrument. Alors qu'il soit rigide comme celui-là ou fait à la base d'un film astrosolar, pas d'importance, mais quand on fait l'observation solaire, il faut impérativement un filtre en entrée. Si on doit observer la Lune, s'il y a un seul filtre à acheter, c'est le filtre polarisé variable. Donc là, c'est voilà, deux petits filtres et il y a une collerette mobile. Et donc ça permet de régler le taux de transparence, le taux de transmission de lumière. Et donc du coup s'adapter à la lumière de la Lune pour ne pas être ébloui. Et pour observer le ciel profond, s'il y a un seul filtre à acheter, sans hésiter, c'est celui-là, le UHS S. Alors, Bader ou pas Bader, hein, ça c'est vous qui voyez, ça dépend de vos moyens. Voilà, il y a des marques beaucoup plus onéreuses, comme Astrodon. Donc la qualité optique sera bien meilleure. Mais bon, tout est une question de moyens, de budget. C'est pour ça que j'ai beaucoup de filtres Bader, puisqu'ils sont voilà, bonne qualité avec un coût raisonnable. Quoi qu'il en soit, voilà. En ciel profond, s'il y a un filtre à utiliser, c'est celui-là. Et pour le planétaire, donc si vous faites que de la visualisation, n'achetez pas les filtres colorés. Ils apportent vraiment 3 fois rien. Même ce filtre-là en ciel profond, il ne fait pas de miracle. Il améliore un petit peu les choses. Mais clairement, il ne va pas supprimer la pollution lumineuse, puisque voilà, aujourd'hui, avec l'éclairage LED, c'est tout le spectre qui est pollué. Avant, les lampes sodium, ils émettaient juste une raie là. C'était facile d'avoir du contraste. Aujourd'hui, avec l'éclairage LED, même ce filtre-là a une efficacité limitée. Mais c'est toujours mieux que rien. Et donc voilà, en planétaire, voilà,
acheter 50 filtres pour faire du planétaire, non, il n'y a pas besoin. Si vous avez une caméra et si vous voulez faire de belles photos en noir et blanc, s'il y a un seul filtre que vous devriez acheter, c'est le filtre IR. Alors, pas celui qui coupe les IR, mais celui qui laisse passer uniquement les infrarouges. Et là, vous aurez des photos planétaires, alors certes, toutes grises, mais elles auront une meilleure qualité, un meilleur piqué que si vous utilisez un simple filtre IR UV Cut. Enfin UV IR Cut. Donc avec celui-là, l'image sera moins bonne qu'avec un filtre qui laisse passer que les IR, du fait de l'atmosphère. Et puis évidemment, si vous voulez faire des photos du ciel profond en couleur avec des caméras monochromes, là vous n'avez pas le choix. Il faut donc un filtre IR Cut pour pouvoir l'utiliser à la fois en planétaire et en ciel profond pour faire la couche de luminescence, et des filtres RGB pour faire l'assemblage des 3 couleurs. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. La semaine prochaine sortira un nouvel épisode qui, lui, cette fois-ci, va parler des roues à filtre. Bon, alors en début de vidéo, j'ai posé la question où placer notre filtre dans le chemin optique. Est-ce qu'on doit le poser au niveau du renvoi coudé, au niveau de la Barlow ou au niveau de l'oculaire? Puisque si on démonte ce train optique, on voit très bien qu'on peut monter ce filtre ici, mais on peut très bien le mettre ici au niveau de notre Barlow, ou on peut très bien le mettre ici directement au niveau de l'oculaire. Alors en visuel, ça n'a pas tellement d'importance, surtout si on a des filtres de bonne qualité qui ont un bon diamètre d'ouverture. Avec un filtre tel que celui-ci qui fait quand même beaucoup d'obstruction, lui, on aura tendance à le mettre au plus près de l'oculaire, donc forcément sur l'oculaire et pas au niveau du renvoi coudé. Mais avec les filtres qui ont en fait cette collerette très fine, pour le visuel, ça change pas grand chose. On peut très bien le mettre à l'entrée du renvoi coudé et ça marchera très bien. Par contre, en astrophotographie, là, ça va changer des choses. Puisque plus on va s'approcher de notre capteur, plus la moindre poussière qui va se déposer sur notre filtre sera préjudiciable sur la photo. En fait, si je place le filtre à l'entrée de ma caméra, la poussière elle sera très bien visible sur ma photo. Par contre, si je mets ma caméra, enfin mon filtre, éloigné de la caméra, là du coup la mise au point à l'endroit où il y aura poussière, elle sera beaucoup moins bonne. Donc en fait, si la caméra est ici, si le filtre est sur la caméra
on aura un petit défaut mais bien visible qu'on pourra corriger avec des flats plus ou moins. Et par contre, si on met le filtre très loin de la caméra, là on aura, on va dire, une grosse tache très peu visible, qui sera beaucoup plus facile à corriger. Donc ça, c'est si je considère la question d'un point de vue poussière sur le filtre. Maintenant, il y a un autre phénomène qui est le vignettage. Alors, dans le cas de cette caméra qui a un capteur minuscule, c'est un IMX 290, un capteur Sony, comme on voit, hein, il est tout petit. Clairement, ce filtre, qu'on le mette loin ou près, il ne va pas générer de vignettage. Par contre, il y a des caméras voilà, avec des capteurs de la taille d'un APS-C. Par exemple, je pense à les caméras qui ont un capteur IMX 183, donc des gros capteurs. Maintenant, il commence même à apparaître des capteurs full frame. Et donc là, si on met donc le filtre pas adapté à la caméra, et surtout donc loin de la caméra, on aura un phénomène de vignettage. Et donc là, on aura plutôt tendance à déjà s'assurer que notre filtre est bien propre sans aucune poussière. Et dans ce cas-là, le mettre au plus près de la caméra. Donc sur celle-là, voilà, il se vise ici. Et bon, donc là, on a un capteur un peu plus gros. Là, pareil, le capteur est tout petit, donc ça n'a pas d'importance si ce filtre est près ou loin. Mais sachez que voilà, même ce filtre tout petit, on peut quand même le monter sur cette caméra moyennant une petite bague d'adaptation. On visse le filtre dans cette bague adaptatrice et elle, on va la visser. Et donc là, on voit très bien que donc le capteur, voilà, le filtre recouvre bien tout. Enfin, il est beaucoup plus grand que le capteur. Et donc là, on peut le mettre voilà, prêt pour enquiller la caméra sur un tube à lange en 2 pouces. Alors que si ce même filtre, on le montait donc à l'autre bout du chemin optique, au niveau du porte-oculaire, donc normalement il faudrait utiliser un filtre en 2 pouces. Et un filtre en 2 pouces est beaucoup plus cher qu'un filtre en 1,25 pouce. Donc on met au plus près quand on veut éviter le vignettage, et on met au plus loin si on a peur d'avoir de la poussière sur le filtre qui se voit et après sur les photos. On se retrouve au prochain épisode qui va parler des roues à filtre. Ciao!